Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mme Marie-André Pelletier. Mme Pelletier est professeure chercheuse spécialisée à l'éducation préscolaire au département d'éducation à l'Université TÉLUQ. Elle est diplômée d'un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, d'une maîtrise et d'un doctorat en éducation. Elle a travaillé pendant près de 15 ans à titre d'enseignante à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire. Ses travaux de recherche portent sur les compétences socio-émotionnelles des enseignants à l'éducation préscolaire et des intervenants qui les accompagnent. Bonjour Marie-André. Bonjour. Merci de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Ça fait très plaisir. Alors aujourd'hui, l'objectif du balado est d'expliquer le phénomène lié à l'augmentation des difficultés de comportement, dont les crises, les fugues, et de proposer des moyens de prévenir ces difficultés-là, et finalement aussi de proposer des pistes d'action ou de réflexion pour mieux intervenir dans ce contexte. C'est bien ça? Oui. Super. Alors, allons-y avec la première question. Pour d'abord nous mettre en contexte, qu'est-ce qui se passe depuis quelques années relativement à l'augmentation des difficultés de comportement chez nos tout-petits? Est-ce qu'on peut blâmer la pandémie? Est-ce qu'il y a un contexte particulier? Bien, si on regarde au Canada, on va dire qu'il y a à peu près 10 à 15 des enfants en moyenne de 4 ans là, qui n'ont pas les préalables pour commencer l'école. Ça veut dire, par exemple, à l'égard des compétences sociales ou encore de la maturité affective. Mm-hmm. Si on prend au Québec, on voit qu'il y a à peu près, disons, 29 des enfants de 5 ans qui sont considérés vulnérables aussi dans un ou l'autre des domaines du développement global de l'enfant. Il y a une dizaine d'années, on parlait à peu près de 26 Là, je parle pour la région, par exemple, de Québec proprement dite. Mm-hmm. Mais ce qu'on voit, c'est que la pandémie n'a pas diminué le phénomène, n'a pas, en tout cas, du moins stabilisé le phénomène, elle l'a augmenté légèrement. Mais il faut juste nuancer quand on dit que c'est de la faute de la pandémie. Parfois, elle a le dos large, la pandémie. Mais du moins, c'est vrai que le phénomène était présent avant et la pandémie n'a juste pas aidé à améliorer les choses finalement. Alors maintenant, comment expliquer le phénomène lié à l'augmentation des difficultés de comportement chez les enfants? On parle ici, par exemple, des comportements de fugue, de crise. En fait, si vous aviez eu une autre chercheuse devant vous, probablement qu'on vous aurait mis de l'avant différents facteurs. C'est normal parce qu'on a tous un peu nos champs de recherche, d'expertise, mais du moins, un facteur considérable, c'est vraiment celui d'intrapersonnel. Je dis d'intrapersonnel en ce sens où l'enfant a sa capacité à gérer ses émotions, a ses propres habiletés, par exemple, langagières. Ça veut dire qu'un enfant qui a des difficultés au niveau du langage peut apprendre à s'exprimer par les coups. Mm-hmm. Alors ça en est un facteur, mais il y a un facteur qu'on oublie souvent, c'est le tempérament proprement dit de l'enfant. Ça veut dire que le tempérament, c'est ma capacité à agir et à réagir dans différentes situations. Par exemple, si je vais chez quelqu'un, une nouvelle personne, si je rencontre une nouvelle personne, comment l'enfant va réagir avant l'heure du dodo? Est-ce que ça va être avec frustration, avec colère? Alors ça, c'est des choses qu'il faut considérer aussi, ça en est un facteur. Un autre facteur, c'est celui, je dirais, ceux familiaux. Hein? Les facteurs familiaux en ce sens, est-ce que l'enfant est exposé à une discipline, par exemple, très hostile, très laxiste, hein, le contraire? Mm-hmm. Est-ce que c'est plutôt sévère, du moins dans la façon d'intervenir? Alors ça en est un facteur, mais il faut savoir aussi que le discours sur les émotions, par exemple, des parents, a aussi un impact. Ça veut dire si mon enfant a de la difficulté, par exemple, à attacher ses lacets, veut, en tout cas, du moins, est interrompu dans un jeu, puis bon, il réagit avec une grande colère. Si moi, mon discours sur les émotions est plutôt de dire, ben l'enfant qui calme sa peine tout seul, mm-hmm. qui soit autonome finalement dans cet apprentissage-là émotionnel plutôt, c'est certain que ça va avoir beaucoup d'impact. Alors, il faut accompagner l'enfant. Autre chose, je dirais les facteurs contextuels. Bon, l'enfant est dans un milieu de garde, alors c'est certain que tout ce qui va être, par exemple, facteur à l'égard du ratio des enfants, comment est finalement l'organisation ou ce milieu-là où est l'enfant, aussi la façon que l'intervenant qui accompagne l'enfant, l'éducateur qui accompagne l'enfant, ça va avoir beaucoup d'impact en ce sens si l'intervenant, par exemple, est hyper mal à l'aise avec les émotions dites plus négatives.
ben, ça va être difficile d'aider l'enfant finalement à gérer ces situations-là de crise. Alors ça en est un et c'est très important puis je le répète souvent, que l'intervenant lui-même, l'éducateur, maîtrise finalement ses propres compétences émotionnelles ou socio-émotionnelles dans ces situations-là. Puis un autre facteur contextuel, c'est d'être très sensible dans nos milieux par rapport au rejet des enfants. Parce que là, on se rend compte dans les études, des enfants rejetés, des enfants mis de côté, l'impact que ça peut avoir à court et à long terme sur ces enfants-là. Je dirais aussi qu'un dernier facteur, ce serait les facteurs environnementaux, c'est-à-dire que l'enfant, certes, il y a le milieu socio-économique, il y a le milieu dans lequel il va grandir, ça en est un, mais aussi ce qu'on oublie parfois, c'est que les parents peuvent se sentir finalement incompétents par rapport à l'adulte qui est intervenant. Puis ça en est un facteur en ce sens où faut être très sensible aux valeurs qui sont différentes, par exemple, des familles, à leur vécu proprement dit. Et de reconnaître finalement leurs compétences par rapport à leur enfant, les compétences parentales, de voir que finalement les solutions se trouvent ensemble. Mm-hmm. Et puis, ce qu'on observe aussi dans les recherches, c'est que les parents qui vont justement avoir un enfant qui a des difficultés par rapport au comportement, à son comportement, vont être plus tentés de répliquer plutôt que de s'impliquer. Donc, il faut leur faire voir que c'est important qu'ils soient présents puis qu'ils soient justement reconnus dans leur expertise auprès de leur enfant. Donc, ça, c'est un élément aussi important. Mm-hmm. Alors, on comprend bien là, qu'il y a beaucoup de facteurs de protection, de facteurs de risque qui influencent l'apparition des comportements chez les jeunes, l'augmentation aussi des difficultés de comportement. Donc, c'est super clair. Maintenant, comment prévenir les difficultés de comportement chez les enfants? C'est une grosse question, mais est-ce qu'il y a des stratégies ou des pistes d'action clés que tu pourrais nous partager? En fait, je dirais la première chose qu'il faut avoir en tête dans une perspective de prévention, je l'en parlais il y a quelques instants, c'est vraiment la sensibilisation auprès des parents. Mm-hmm. Je disais, les parents sont experts de leur enfant, puis en même temps, ils ne sont pas nécessairement experts du développement global de l'enfant. C'est pas universel, en ce sens qu'on est porteur de valeurs, on est porteur de notre propre bagage. Donc, c'est important d'avoir cette communication-là bidirectionnelle, je dirais, et aussi de ne pas avoir peur d'évoquer auprès des parents, de parler de thèmes comme le sommeil, parce que ça a beaucoup d'impact, par exemple, le sommeil, l'hygiène de vie, le temps d'écran, tout ça, là, les parents doivent finalement être conscientisés à ça. Ça, c'est une chose. Je dirais aussi la deuxième, donc ça, c'est vraiment le champ d'études là, que je travaille, c'est vraiment tout ce qui est développement des compétences socio-émotionnelles. Et là, je vais être très claire, parce que dans le mot socio-émotionnel, il y a le mot social. Mm-hmm. Quand on parle d'un enfant qui est en crise, qui vit des difficultés de comportement, attention, par exemple, dans nos milieux, ce qu'on va voir, c'est qu'on va retirer l'enfant pour intervenir avec lui, puis lui faire développer finalement des compétences. Le danger, c'est qu'est-ce que l'enfant apprend d'être toujours retiré du groupe pour justement développer ses compétences et qu'apprennent finalement les autres enfants de toujours voir le même enfant retiré du groupe. C'est pour ça que je dis que c'est très important de sensibiliser tous les enfants. C'est pour ça que des fois, il faut être un peu médiateur dans ces situations-là, entrer dans le jeu, faire parler les enfants sur leurs besoins, finalement, sur quoi ils ont eu peur par rapport à une situation X. Alors, c'est la petite nuance que j'apporterais par rapport à ça. Une troisième chose, l'importance du jeu. Alors, on est avec les tout-petits. Par le jeu, il y a moyen vraiment de prévenir tout ce qui est finalement crise ou autre, en ce sens que c'est reconnu dans les recherches les bienfaits du jeu, surtout ceux extérieurs, en ce sens où l'enfant va apprendre à canaliser un peu son stress, va bouger, va se défouler finalement. Donc, c'est très important. Puis en même temps, par rapport au contexte du jeu, extérieur, entre autres, on va apprendre aux enfants des règles de sécurité. Puis là, c'est une bonne façon, on parlait des fugues tout à l'heure, alors c'est une bonne façon de parler des règles. Parce que moi, je dis toujours, le risque que l'enfant fugue n'est pas de zéro. Le risque zéro, ça n'existe pas. Mais si au moins on sait que notre enfant
connaît les règles de sécurité. Par exemple, je regarde avant de traverser la rue. Ça en est une, mais du moins, quand l'enfant est conscient de ça, bien, justement, on peut aider à prévenir finalement. Oui. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais du moins d'avoir cette conscience-là que le jeu, et le jeu du faire semblant aussi pourra mettre un peu l'enfant en contexte aussi, ça va être beaucoup plus évident pour l'enfant d'apprendre certaines règles que de rester assis passif devant ses apprentissages. Et la dernière, je dirais, la dernière piste d'action, c'est, en tout cas, du moins, j'en parle souvent, c'est vraiment la littérature jeunesse. Parce qu'avec la littérature jeunesse, on est capable de montrer aux enfants par les personnages littéraires, en tout cas, du moins, leur faire montrer qu'ils ont des caractéristiques semblables aux personnages, qu'ils ont des sensations physiques qui peuvent être ressenties par les personnages qu'eux-mêmes peuvent ressentir. Et ce qui est beau avec la littérature jeunesse, moi, je dis, gênez-vous pas en tant qu'adulte de justement parler aux enfants de vos propres expériences, c'est-à-dire, ce personnage-là, moi aussi, je l'ai déjà vécu, ce qu'il a vécu, parce que les enfants ont besoin aussi de sentir qu'ils ne sont pas seuls dans ces situations-là et que nous, d'une certaine façon, on est un modèle aussi. Alors ça, je dirais que c'est les pistes d'action là, qui peuvent... Il y en aurait d'autres, mais du moins, là, qui peuvent être amorcées avec les enfants. Ouais, puis c'est intéressant. Puis je pense que la littérature jeunesse aussi, ça peut permettre d'ouvrir une discussion sur le sujet, là, comme vous le disiez, là, parler d'une expérience personnelle. Donc, c'est très intéressant. Tout à fait. Alors maintenant, par rapport à un élève ou un enfant qui fait une crise, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Encore là, habituellement, je pose la question ouvertement aux gens que je rencontre quand ils me posent cette question-là. Qu'est-ce que vous cherchez à tout prix lorsqu'un enfant vit une crise, surtout une crise intense? On va chercher absolument à mettre fin au comportement. Oui. Alors moi, je pose la question, attention, est-ce que vous êtes conscient que derrière ce comportement-là, il y a un besoin, il y a un élément déclencheur finalement par rapport à ça? Alors que plutôt que de tenter de mettre fin au comportement, de plutôt chercher le besoin, ça, c'est une chose. Mais de chercher aussi à finalement intervenir en bienveillance, ça veut dire ça, de laisser l'enfant finalement vivre sa peine, sa grande émotion jusqu'au bout. Puis là, on va chercher... Puis c'est correct de dire qu'est-ce qui se passe ou du moins d'être dans les mots, là, de dire à l'enfant, est-ce que je peux t'aider? Tout ça s'en en est des façons de réagir. Mais des fois, la crise est tellement intense que l'enfant, là, l'accès à son cerveau de dire, je vais faire parler ma voix intérieure n'est pas là du tout. Donc, à ce moment-là, le plus possible de se rappeler que les mots... c'est pas nécessairement ça qui est essentiel, mais du moins la proximité physique, de rester près de l'enfant en tout réconfort. Ça, déjà, c'est une façon d'intervenir qui va être beaucoup plus efficace. Alors, c'est de se demander aussi... qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, cette crise-là? Parce que si on veut absolument mettre fin au comportement, c'est peut-être parce que nous, on a peur du jugement de la collègue à côté qui va voir que ça fait 10 minutes que l'enfant pleure dans le corridor. Mais ça, c'est pas grave. C'est l'enfant qui est important dans cette situation-là. Alors, comme je le disais, le plus possible de rester près de l'enfant. Puis déjà, ça va être en soi une façon de réconforter l'enfant dans cette peine-là. Bien sûr, on s'assure de la sécurité, là, si ça va de soi, mais du moins de se rappeler que finalement, des fois, dans notre... impulsivité, on va à tout prix, là, puis là, on parle, mais c'est pas ça nécessairement qui est efficace dans ces situations-là. Oui, c'est une belle réflexion à avoir. Par rapport à la fugue, est-ce qu'on doit retenir les mêmes éléments? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait retenir? C'est vraiment intéressant qu'on parle du parallèle un peu à faire avec les crises, parce que je parlais d'un besoin qui n'est pas répondu, c'est-à-dire que l'enfant, dans un contexte de fugue, c'est un peu la même question qu'il faut se poser. Quel besoin? Est-ce qu'il y a besoin d'être vu? C'est vrai que parfois, c'est de l'attention. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin d'être vu, j'ai besoin d'être entendu. Mais des fois, on se rappelle que c'est un enfant de 4 ans, 5 ans. Oui. Ça peut être aussi simple que j'ai besoin d'explorer, j'ai besoin d'aller voir j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'aller voir le chien du voisin. Ça peut être aussi simple que ça. Oui. Alors, c'est sûr que les enfants n'ont pas nécessairement cette conscience-là du danger.
Alors, c'est important de se le rappeler, du moins pour ça. Puis, je dis, dans l'intervention proprement dite, je fais très attention quand je réponds à cette question-là parce qu'il y a des protocoles qui sont mis en place dans chacun des milieux. Hein. Par exemple, concernant la fugue, si je dépasse telle limite, quel intervenant est impliqué dans cette situation-là. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à l'intervenant lui-même sur le moment présent, si on dit à l'enfant « sauve-toi pas, cours pas », c'est certain que le cerveau va comprendre le contraire. Hein? Donc, il faut faire très attention. On dit que c'est une communication dite non violente, comme Guéguen en parle dans ses recherches, d'être le plus possible à la forme positive. Ça, c'est une chose. Puis, je me fais poser parfois la question, mais Marie-André, comment on parle de ça aux enfants? Est-ce que je leur dis qu'ils peuvent se faire kidnapper, etc.? Moi, je dis toujours, écoutez, parlez comme si vous parliez d'une règle à bicyclette. On met notre casque pour se protéger, on met nos genouillères. Donc, à ce moment-là, d'être vraiment aussi simple que ça dire à l'enfant, par exemple, écoute, regarde des deux côtés avant de traverser pour que la voiture te voie. Alors ça, c'est beaucoup plus positif que tu vas te faire frapper. Alors, c'est pour ça qu'il faut juste faire attention des fois à de la façon qu'on va le dire parce que l'enfant, on ne veut pas qu'il se mette à avoir peur non plus du monde qui l'entoure. Ça, c'est important. Alors, en terminant, Marie-André, je vous laisserai le mot de la fin. Bien, en fait, je dirais des choses à retenir importantes pour du moins la personne adulte qui intervient. Faisons attention à notre état émotionnel. C'est-à-dire que lorsqu'on intervient dans un contexte de crise ou de fugue, est-ce que, par exemple, je suis pressée? Est-ce que je suis déjà hyper irritée? Parce que l'enfant va le ressentir, ça. Donc, ça, c'est une chose importante à se rappeler. Quel est mon état émotionnel? Parce que plus on va être calme, plus l'enfant va le ressentir. Aussi, je dirais, faisons attention à notre vulnérabilité, hein, la peur du jugement des autres quand on intervient avec un enfant. Je disais tout à l'heure, hein, j'ai peur de ma collègue, qu'est-ce qu'elle va penser de moi que l'enfant est en crise puis que je suis pas capable d'intervenir. C'est pas grave, ça. Ça vient juste chercher notre vulnérabilité. L'important, c'est l'enfant. Hein, comment on va intervenir avec lui en toute bienveillance. Puis, une petite dernière chose que je voudrais dire, j'ai pas pensé tout à l'heure, mais c'est important de se rappeler lorsqu'on intervient avec un enfant, puis que, par exemple, on va l'amener vers un coin calme ou on va l'amener à prendre des respirations, hein, parce que je dis toujours, surtout chez les tout-petits, on va leur mentionner, écoutez, va respirer tes 3 petites fleurs, mais il ne faut pas hésiter à le faire nous-mêmes en tant qu'adultes, à dire aux enfants, écoutez, aujourd'hui, là, j'ai besoin de respirer mes 3 petites fleurs, je vais me retirer quelques instants parce qu'on veut faire voir aux enfants que finalement, se calmer, là, c'est pas une punition. Puis ça, on l'oublie souvent. Même les adultes, on en a besoin. Donc, c'est juste un moment pour nous. Puis ça, déjà en soi, c'est une belle façon d'enseigner les compétences socio-émotionnelles que d'accepter que des fois, là, on a besoin aussi d'avoir ces petites stratégies-là pour s'aider dans quand on sent justement notre colère, par exemple, monter. C'est tellement pertinent comme mot de la fin. Puis je trouve aussi que ça permet d'être un modèle là, pour l'enfant, de montrer que c'est tout à fait normal de vivre des situations qui nous rendent en colère, qui nous rendent tristes. Il suffit de savoir un peu comment les gérer puis d'apprendre des techniques. Donc, merci beaucoup pour toutes ces belles pistes d'action. Merci à vous. Chers auditeurs, alors je vous invite, comme à l'habitude, à rester à l'affût de nos médias sociaux pour rien manquer de l'unité mixte de recherche Synergia. Au plaisir! Ce balado est une production de l'unité mixte de recherche Synergia, fondée en partenariat avec les centres de services scolaires de la capitale, des découvreurs et des navigateurs et l'Université Laval. Nous remercions aussi les productions Upawa qui nous permettent de vous offrir une expérience auditive sans égale.